Je suis aux urgences, s'il vous plaît, ai-je texté. Ne nous dérange pas, ont crié mes parents avant de raccrocher. Sans hésitation, j'ai annulé leurs paiements hypothécaires, leurs prêts automobiles et toutes les cartes de crédit qu'ils possédaient. Je m'appelle Hélène Moreau, j'ai 34 ans et je suis ingénieur système à Bordeaux, en Gironde. J'ai survécu à des délais impossibles, à des projets brutaux et à une solitude qui aurait brisé la plupart des gens. Mais rien ne m'avait préparé au silence qui m'a répondu lorsque j'ai eu le plus besoin de ma famille. Le monde tourbillonnait dans un bruit blanc, lumière fluorescente, air antiseptique, la piqûre vive d'une perfusion. Mon téléphone a vibré à côté de moi, glissant dans ma main tremblante. J'ai tapé avec des doigts fébriles, je suis aux urgences, s'il vous plaît. Quelques secondes plus tard, l'écran s'est allumé. Ma mère appelait. J'ai pressé le téléphone contre mon oreille juste à temps pour entendre sa voix, forte et tranchante à travers le récepteur. Nous sommes occupés avec le dîner de remise de prix de Damien. Ne nous dérange pas, je me suis figé. Ma gorge me brûlait. Le moniteur cardiaque à côté de moi bipait plus vite. J'ai essayé d'appeler mon père. La ligne a cliqué. Sa voix fatiguée est parvenue, distante, agacée. Puis l'appel s'est terminé. Le docteur Leroy, le médecin de garde, a attrapé mon téléphone avant qu'il ne tombe de ma main. Ne bougez pas, a-t-il dit doucement, en vérifiant mon pouls. Je ne pleurais pas de douleur. C'était quelque chose de plus profond, de plus lourd, quelque chose qu'aucun scanner ne pouvait montrer. Allongé là, j'ai réalisé une vérité brutale, le sang ne signifie pas toujours la famille, et la famille ne signifie pas toujours l'amour. Sans hésitation, je me suis connecté à chaque compte lié à leur nom: prêt immobilier, prêt automobile, assurance, carte de crédit, et je les ai tous fermés, un par un. Puis je me suis rallongé, écoutant la pluie taper contre la fenêtre de l'hôpital, attendant de voir comment leur monde parfait s'effondrerait une fois l'argent et le contrôle disparus. Si vous avez déjà été abandonné par les personnes qui étaient censées vous protéger, restez avec moi. Cette histoire vous montrera que parfois, le silence est la vengeance la plus puissante. Allongé dans ce lit d'hôpital, je ne pouvais m'empêcher de penser à la façon dont nous en étions arrivés là, comment ma famille était devenue experte dans l'art de prétendre que tout était parfait. Notre maison à Bordeaux ressemblait à une carte postale, des colonnes blanches, des magnolias et un Porsche qui grinçait à chaque pas. Mais derrière cette élégante porte d'entrée, c'était le monde de mon frère. Damien. Ses trophées s'alignaient dans le couloir. Ses photos souriantes remplissaient chaque cadre. Et son nom flottait dans toutes les conversations au dîner comme une musique de fond. Maman promenait les invités dans le couloir et montrait ses récompenses, le ton rayonnant de fierté. Notre Damien, disait-elle, comme si le reste d'entre nous n'étions que des personnages secondaires dans son histoire. Même quand je ramenais de bonnes notes, elle souriait à peine. Damien faisait mieux que ça, me rappelait-elle. Pas cruel, juste désinvolte, comme on époussait une table. Et d'une certaine manière, ça faisait plus mal. Je me souviens d'avoir eu 12 ans, tenant mon bulletin, excité de montrer que j'avais enfin battu mon dernier score en maths. Maman a à peine levé les yeux de son magazine. C'est bien, ma chérie. Mais Damien avait des A partout quand il avait ton âge. J'ai hoché la tête, faisant semblant de m'en moquer, puis j'ai déchiré le papier en deux. Cette nuit-là, Damien est allé dans une école privée avec des pelouses manucurées et des déjeuners dignes d'un restaurant. Moi, je suis allé dans une école publique où le toit fuyait et le distributeur automatique avalait votre argent. Maman a dit qu'il ne pouvait pas se permettre les deux. Et comme Damien était plus prometteur, il a eu la place. Je n'ai pas discuté. J'ai juste travaillé plus dur. Concours de sciences, équipe de robotique, concours de bourse. Parfois je gagnais, parfois non. Mais peu importe ce que je faisais, c'était comme crier dans une tempête. Personne à la maison ne pouvait m'entendre. Mon père, Robert, levait rarement les yeux de sa Bible ou des nouvelles du soir. À l'église, il rayonnait quand on lui posait des questions sur Damien. Notre garçon vient d'être accepté dans une grande université, disait-il fièrement. Quand quelqu'un posait des questions sur moi, son ton baissait. Hélène est la discrète, comme si j'étais une note de bas de page dans la biographie de mon frère. Je pensais que si je restais silencieuse et concentrée, il me remarquerait pour les bonnes raisons. Au lieu de cela, le silence m'a simplement rendu invisible. En grandissant, mes parents ont fait de Damien un monument. Il était l'avenir de la famille. J'étais la responsable. Il pouvait échouer, rêver, explorer.
Je devais réparer, nettoyer et sourire à travers tout. Quand il a accidenté la voiture de maman, ils lui en ont acheté une autre. Quand j'ai eu besoin d'argent pour les dossiers d'inscription à l'université, j'ai fait des heures supplémentaires dans un restaurant du centre-ville. Pourtant, je les aimais. C'est la partie qui fait le plus mal quand j'y repense. Je n'ai jamais cessé d'essayer de les rendre fiers. Après le lycée, Damien est parti pour une école de commerce à Paris. Je suis resté, étudiant dans une université locale. J'ai tout payé, loyer, livres, frais de scolarité. Le week-end, je travaillais comme assistante de laboratoire. Quand la machine à laver tombait en panne ou que papa disait que les dons à l'église étaient bas, j'envoyais de l'argent à la maison. Il ne demandait jamais comment j'allais, il me remerciait seulement et se vantait des « grands progrès » de Damien. Chaque fois que j'appelais, le ton de maman était chaleureux mais distant. Elle demandait « As-tu eu des nouvelles de ton frère ? Pas, comment vas-tu ?» Si je mentionnais mes longues heures de travail, elle passait à la promotion de Damien ou à la riche famille de sa petite amie. La distance n'a pas été soudaine. Elle s'est construite lentement, comme des sédiments se déposant au fond d'une rivière. Pas de dispute, pas de drame, juste de petits rappels constants que j'étais le deuxième choix. Quand j'ai enfin obtenu mon diplôme et trouvé un emploi stable, j'ai pensé que les choses pourraient changer. J'ai appelé pour partager la nouvelle, fier de ce que j'avais accompli. Maman a dit, c'est bien, ma chérie. Damien vient d'être promu. J'en ai ri, mais cette nuit-là, j'ai regardé mon diplôme et je me suis demandé pourquoi il me semblait si vide. L'indépendance est venue tôt. J'ai déménagé à 22 ans, louant un petit appartement près de la côte. Une chambre, de la peinture qui s'écaille, mais une vue sur la rivière. Je réparais ma propre voiture, préparais mes propres repas et ne demandais jamais d'aide. C'était la liberté, mais cela ne ressemblait pas à une victoire. À chaque fête, ils envoyaient des invitations, surtout pour me rappeler que Damien serait là. « Tu devrais venir, ma chérie », disait maman. « Ton frère s'ennuie de toi. » Je prétextais le travail. La vérité, c'est que je ne supportais plus d'être dans cette maison, celle remplie de ses rires et de mon silence. Des années plus tard, quand j'ai acheté ma première maison, j'ai pensé qu'il me verrait peut-être différemment. J'ai envoyé des photos modestes, mais à moi. Maman a répondu par texto, Damien achète une maison au bord d'un lac, comme si la comparaison était sa langue maternelle. Parfois, quand le travail m'amenait près de l'ancien quartier, je passais devant cette maison de Bordeaux. Le porche s'affaissait toujours. Le magnolia fleurissait toujours. Et à travers la fenêtre illuminée, Damien était toujours assis en bout de table. Son monde n'avait jamais changé. C'est moi qui avais quitté l'orbite. La distance est devenue une habitude. J'ai appris à ne pas appeler. Ils ont appris à ne pas demander. Pourtant, au fond de moi, j'espérais qu'un jour peut-être à Noël, peut-être pour mon anniversaire ils appelleraient juste pour dire « Nous sommes fiers de toi, Hélène ». Cet appel n'est jamais venu. À la place, Damien continuait d'envoyer des nouvelles dans le groupe de discussion familiale, promotion, vacances, dîner chic. Quand j'ai cessé de répondre, personne ne l'a remarqué. Quand j'ai manqué Thanksgiving, maman a dit que j'étais encore occupé par le travail. Elle n'avait pas tort. Le travail était le seul endroit où je me sentais visible, où l'effort comptait, où le succès n'était pas emprunté au nom de quelqu'un d'autre. Je pensais que l'indépendance me vaudrait le respect. J'avais tort. À l'époque, les aider me semblait être de l'amour, jusqu'à ce que je réalise que l'amour était la seule chose qu'il ne m'ait jamais rendue. Tout a commencé par un appel téléphonique par un après-midi gris. La voix de maman semblait douce au début, comme toujours quand elle voulait quelque chose. Nous avons décidé de refinancer la maison, a-t-elle dit, juste pour aider Damien à développer son idée d'entreprise. Mais ton père s'inquiète pour les paiements. Pourrais-tu nous aider temporairement, juste le temps que les choses se tassent? Temporairement. Ce mot est devenu la laisse que je n'ai pas vue se resserrer. J'ai accepté sans hésiter. Ils appelaient ça la fierté familiale. J'appelais ça le devoir. J'ai donc payé la première mensualité du prêt immobilier. Puis sont venues les taxes foncières. Puis l'assurance habitation. Quand le toit a commencé à fuir après une tempête d'été, maman m'a envoyé une photo des dégâts avec un emoji en pleurs et les mots « Tu es douée avec les finances, ma chérie. Pourrais-tu t'en occuper pour nous ?» Et je l'ai fait. Chaque fois. Pendant que je renonçais aux vacances et que je reportais la réparation de ma propre voiture,
Damien organisait des cocktails dans des lofts de Paris avec vue sur la ville. Maman l'excusait facilement. Il investit dans son image, disait-elle. Tu comprends comment fonctionnent les affaires, n'est-ce pas? Je comprenais. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est pourquoi elle, image, signifiait qu'il recevait des éloges alors que je recevais des factures. Les mois se sont transformés en années. J'ai continué à payer les factures médicales quand papa est tombé, les soins dentaires que maman ne pouvait pas reporter, le prêt surprise qu'il disait être juste pour cette fois. Chaque demande arrivait enveloppée de culpabilité et de gratitude. Tu es une telle bénédiction, disait maman. Tout le monde n'a pas une fille comme toi. Cela ressemblait à de l'amour, mais c'était en réalité du contrôle. Un soir, ma meilleure amie, Chloé, est venue avec des plats à emporter et un regard qui aurait pu fendre le verre. Tu couvres leur prêt immobilier maintenant, a-t-elle demandé en agitant un reçu que j'avais laissé sur le comptoir. Hélène, ce n'est pas les aider. C'est te piéger. J'ai essayé d'en rire. Ce sont mes parents, Chloé. Qu'est-ce que je suis censé faire? Les regarder perdre la maison. Oui, a-t-elle dit sans détour, si ça leur permet d'apprendre quelque chose. Ces mots m'ont piqué parce que je savais qu'elle avait raison. Mais la culpabilité est lourde, et je la portais depuis l'enfance. Quelques semaines plus tard, lors d'une réunion de famille, j'ai vu la vérité mise à nu. Damien est arrivé dans un costume sur mesure, souriant, distribuant des cartes de visite pour sa société de conseil. J'avais aidé à payer pour la conception de ce logo. Je le savais. Maman le savait. Tout le monde le savait. Pourtant, elle a porté un toast en son honneur comme s'il avait bâti un empire à partir de rien. À Damien, a-t-elle dit fièrement, notre étoile brillante. Je suis resté là avec une assiette en carton de gratin, réalisant que j'étais devenu invisible. Pas parce qu'ils m'ignoraient, mais parce que j'avais construit leur piédestal moi-même. Ce soir-là, alors que j'aidais à faire la vaisselle, maman s'est penchée près de moi. Tu as toujours été une fille si fiable. Damien a juste besoin d'un peu plus de temps. Tu aideras, n'est-ce pas? Ma gorge s'est nouée. Ça fait des années que j'aide, maman. Elle a souri doucement, comme si je venais de la complimenter. C'est ce que fait la famille. En rentrant dans le noir, ces mots résonnaient dans ma tête. C'est ce que fait la famille. Mais je ne me souvenais pas de la dernière fois qu'ils avaient fait quoi que ce soit pour moi. Un mois plus tard, ma tante Françoise est passée à l'improviste. Elle avait toujours été le mouton noir direct, pragmatique et peu disposée à jouer au jeu de la famille. Elle s'est servi un café et a dit, « J'ai entendu dire que tu paies leurs factures. » J'ai hésité. Juste pour le moment. Françoise a eu un petit rire. Ma chérie, pour le moment c'est ce que les gens disent juste avant que ça ne devienne pour toujours. Elle a remué sa tasse, le ton bas. Il y a l'amour, et puis il y a le levier. Connais la différence. Je voulais protester, mais la vérité avait déjà planté ses griffes en moi. Mes parents ne comptaient pas seulement sur moi, ils s'attendaient à ce que je le fasse. Et chaque fois que je disais oui, je leur disais qu'ils pouvaient redemander. La semaine suivante, papa a appelé au sujet de ses factures de médicaments. Ça a juste été un mois difficile, a-t-il dit, la voix douce. Tu as toujours été notre roc. Quelque chose en moi s'est fissuré, pas de colère, mais de fatigue. Je lui ai dit que je m'en occuperais, j'ai raccroché et je suis resté assise à regarder le mur blanc pendant des minutes qui ont semblé des heures. Je n'étais plus leur fille. J'étais leur filet de sécurité, leur police d'assurance invisible. Quand mon salaire est arrivé, j'en ai transféré une partie automatiquement sur leur compte, mes doigts agissant par habitude. Puis j'ai regardé le solde restant sur mon compte, à peine assez pour le loyer. Le lendemain, Chloé a texté, « Dîner ce soir, c'est moi qui invite. » J'ai failli dire non, mais j'avais besoin d'un rappel que toutes les relations ne coûtent pas quelque chose. Autour de pâtes et de vin bon marché, elle s'est penchée en avant. Tu sais, ils ne vont pas s'arrêter, n'est-ce pas? Pas tant que tu ne le feras pas, j'ai baissé les yeux sur mon verre, voyant mon reflet si ondulé. Je ne sais tout simplement pas comment. Elle a tendu la main par-dessus la table, me serrant la main. Commence par dire non. Même une seule fois. Tu seras surprise de voir combien de pouvoir te reviendra. Quand je suis rentré ce soir-là, la maison était silencieuse. Trop silencieuse. Je me suis assise sur le bord de mon lit,
J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai fait défiler la liste des transactions avec leur nom à côté de chaque euro que j'avais envoyé. Des années de soutien, de culpabilité et d'espoir, réduites à des chiffres. C'est à ce moment-là que j'ai enfin vu les choses pour ce qu'elles étaient, pas de l'amour, pas de la gratitude, juste de la dépendance déguisée en affection. Je n'avais pas réalisé que la générosité m'avait transformé en leur filet de sécurité. La dernière fois que je leur ai parlé avant l'accident, c'était pour un autre paiement. C'est drôle comme l'argent remplissait toujours le silence entre nous. Cette semaine-là fut un tourbillon de délais et d'épuisement. J'avais travaillé 3 nuits d'affilée sur le déploiement d'un système, survivant à la caféine et au bourdonnement sourd des néons. Quand le vendredi est enfin arrivé, Bordeaux se noyait sous la pluie. Le quai des Chartrons scintillait sous 1000 reflets fracturés. Les phares s'étalaient sur la chaussée mouillée comme des veines d'or et de blanc. J'aurais dû prendre un taxi. J'aurais dû rester 1 heure de plus pour me reposer. Mais l'épuisement vous fait croire que vous allez bien, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Mes essuie-glaces s'agitaient inutilement alors que je conduisais, la tempête avalant la route devant moi. La pluie frappait comme des aiguilles contre le pare-brise, et chaque feu de circulation se transformait en halo sanglant. Je me souviens avoir serré le volant plus fort, essayant de calmer ma respiration, me disant que j'étais presque à la maison. Puis est venu le son, ce grincement métallique affreux, et le monde a basculé. La voiture a dérapé, a tournoyé et s'est écrasée contre la bande médiane avec un craquement qui a résonné dans mes os. Les airbags ont explosé, remplissant l'habitacle de fumée et de poussière. L'odeur de caoutchouc brûlé et de sang s'est mêlée, âcre et écœurante. Pendant un instant, tout s'est immobilisé. Juste le sifflement de la pluie et le faible clignotement de mes feux de détresse. Mon corps refusait de bouger. J'ai goûté le cuivre. Mon téléphone était tombé sur le plancher, son écran toujours allumé. Je l'ai attrapé avec des doigts tremblants et j'ai réussi à taper les seuls mots qui avaient un sens: je suis aux urgences. S'il vous plaît. C'était une demi-vérité, je n'y étais pas encore, mais je savais que j'y serais bientôt. Une ambulance est arrivée quelques minutes plus tard. Je me souviens des gyrophares rouges tourbillonnant sur l'asphalte mouillé, des voix criant, des mains me soulevant sur une civière. La douleur venait par vagues vives, aveuglantes, impitoyables. À l'hôpital, sous la lumière stérile, quelqu'un a pressé un masque à oxygène sur mon visage. « Restez avec nous », a dit une voix. J'ai cligné des yeux, j'ai essayé de parler, mais le monde glissait de nouveau sur le côté. Quand j'ai repris connaissance, j'étais aux urgences traumatologiques. Des machines bipaient régulièrement à côté de moi. Une infirmière a dit « Vous devriez appeler votre famille ». Alors, je l'ai fait. J'ai d'abord texté maman. Ma main tremblait. Les lettres étaient inégales. Maman, je suis aux urgences. S'il te plaît, viens. 3 points sont apparus, ceux qui vous font retenir votre souffle. Puis sa réponse a clignoté sur l'écran, aussi nette et froide que du verre brisé. Nous sommes occupés avec le dîner de remise de prix de Damien. Ne nous dérange pas, j'ai fixé le message, n'en croyant pas mes yeux. Ce n'étaient pas les mots qui faisaient mal. C'était la facilité avec laquelle ils étaient venus. J'ai ensuite essayé d'appeler mon père. Le téléphone a sonné 3 fois avant de passer à la messagerie vocale. Sa voix enregistrée, calme, distante, a rempli l'air. Laissez votre message après la tonalité. J'ai raccroché sans parler. L'infirmier, j'apprendrai plus tard qu'il s'appelait Docteur Leroy, a remarqué le téléphone qui tremblait dans ma main. Il me l'a délicatement pris et l'a posé sur le plateau. Vous êtes en sécurité maintenant, a-t-il dit doucement. Vous devez vous reposer. Les larmes me sont montées aux yeux, non pas à cause de la douleur, mais de quelque chose de bien plus profond, le genre de douleur qui n'apparaît pas sur les radiographies. À travers le rideau, j'entendais le rythme régulier de la pluie sur les fenêtres de l'hôpital. Quelque part au loin, une télévision diffusait les nouvelles du gala de la ville, lumière vive, rire, applaudissements. Damien se tenait sur scène dans son costume noir impeccable, serrant des mains, souriant pour les caméras. Maman et papa étaient assis à la table d'honneur, applaudissant avec une posture parfaite, la fierté se lisant sur leurs visages. Une infirmière est passée en fauteuil roulant avec un autre patient. Des machines bipaient. Mon moniteur de pouls battait au rythme du tonnerre dehors. J'ai fermé les yeux, essayant d'imaginer ce que c'était que d'être aimé au point que quelqu'un se déplace, ne serait-ce qu'une fois. Le docteur Leroy est revenu, a vérifié mes signes vitaux et a dit tranquillement « Vous avez de la chance.
Quelques centimètres de plus et l'impact aurait pu être fatal. Chanceuse. Ce mot sonnait étrangement dans une pièce où j'étais complètement seul. Je voulais le croire. Je voulais croire que ce n'était qu'un accident, pas le reflet de tout ce que j'avais été pour eux, utile jusqu'à ce que je sois brisé. Quand j'ai de nouveau regardé mon téléphone, la conversation avec maman brillait toujours à l'écran. Juste une ligne, figée dans des bulles grises. Leurs applaudissements couvraient le son de mon moniteur cardiaque. Une semaine après l'accident, les ecchymoses s'estompaient, mais la vérité qu'ils avaient laissée derrière eux me faisait encore mal comme un os cassé. Mon corps guérissait plus vite que ma confiance ne le pourrait jamais. J'étais de retour dans mon appartement, l'odeur d'antiseptique s'accrochant encore à ma peau. Quand j'ai enfin ouvert mon ordinateur portable pour vérifier mes comptes, j'ai vu le même schéma clignoter à l'écran, prélèvements automatiques, prêts immobiliers, prêts automobiles, assurance et lignes de crédit. Chaque mois, la même hémorragie silencieuse. Même le fait d'être allongé dans un lit d'hôpital ne l'avait pas arrêté. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ressenti de culpabilité. J'ai ressenti de la colère vive, nette et constante. J'ai survolé chaque paiement comme un chirurgien tenant un scalpel, et un par un, j'ai commencé à couper. Prêt immobilier annulé. Prêt automobile résilié. Assurance révoquée. Ligne de crédit fermée. C'était la première fois que, non, ressemblait à de l'oxygène. Quelques jours plus tard, le téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait « Martine Moreau ». J'ai failli laisser sonner jusqu'à la messagerie vocale, mais la curiosité l'a emporté. « Hélène ?» Sa voix tremblait, non pas d'inquiétude, mais de panique. « La banque vient d'appeler. Ils ont dit que le paiement du prêt immobilier n'est pas passé. Ont-ils fait une erreur ?» J'ai pris une lente inspiration. « Non, ai-je dit. C'est moi. » Le silence qui a suivi était épais, électrique. Puis son ton s'est durci. « Hélène, tu ne comprends pas. Ton père et moi. » Je comprends parfaitement, ai-je interrompu. Pendant des années, j'ai payé pour une famille qui n'a jamais fait attention à moi. Ne me parle pas comme ça, a-t-elle lancé. Nous t'avons élevé. Vous avez élevé Damien, ai-je corrigé. Je me suis élevé moi-même. Il y eut une autre pause, qui ressemblait à de l'incrédulité, peut-être même à une insulte. Tu es mélodramatique. Ce n'est pas toi. C'est exactement moi, ai-je dit doucement. Vous n'avez simplement jamais pris la peine de le voir. La ligne est devenue silencieuse. Pendant un instant, j'ai fixé le téléphone, m'attendant à moitié à ce qu'elle rappelle. Elle ne l'a pas fait. La semaine suivante, j'ai décidé de retourner à Bordeaux. J'avais besoin de tourner la page, pas de pardon, juste de clarté. La pluie avait cédé la place au soleil, mais la ville semblait plus lourde que jamais. Quand je suis arrivé devant l'ancienne maison familiale, je l'ai à peine reconnue. Le magnolia se dressait toujours fièrement, mais la peinture s'était écaillée et l'air était rempli de cris. Par la porte ouverte, j'ai vu Damien faire les 100 pas dans le salon, son téléphone collé à l'oreille. Je t'ai dit que je m'en occuperais, aboya-t-il. Les fonds sont retardés, mais tout va bien. J'ai des relations. Ces relations, je le savais, avaient disparu avec mon dernier paiement. Martine se tenait près de la fenêtre, tordant un torchon entre ses mains. Papa était assis dans son fauteuil, la mâchoire serrée, les yeux évitant les miens. Quand je suis entré, la température a chuté de 10 degrés. Damien s'est tourné le premier. « Tu es là » dit-il d'un ton neutre. « Je suppose que tu as entendu. »« J'en ai assez entendu » ai-je répondu. La voix de Martine s'est brisée comme du verre. « Hélène, comment as-tu pu faire ça après tout ce que nous avons fait pour toi ?» J'ai failli rire. « Tout ce que vous avez fait pour moi ? Vous voulez dire le silence, la culpabilité, les tables de dîner où mon nom n'existait pas. » Son visage a rougi. « Nous sommes une famille. Alors peut-être que vous auriez dû agir comme tel. » Papa a enfin levé les yeux, sa voix rauque. « Tu nous as embarrassés, Hélène. » La banque a appelé. Les partenaires de Damien posent des questions. J'ai croisé son regard. Peut-être que si vous vous étiez soucié de moi, je n'aurais pas arrêté. Personne n'a parlé après ça. Le bruit du téléphone de Damien tombant sur le sol fut la seule chose qui brisa le silence. Je me suis dirigé vers la porte, la même porte que j'avais franchie 1000 fois auparavant. Pour une fois,
je n'ai pas regardé en arrière. Dehors, l'air semblait plus léger. Le soleil frappait mes mains meurtries. Et pour la première fois, je ne me sentais pas petite. Je ne me sentais pas invisible. Je me sentais juste libre. En m'éloignant, je suis passé par les rues familières qui avaient autrefois défini mon monde. Chaque virage me donnait l'impression de me délester d'une autre couche de poids. La maison a rapetissé dans le rétroviseur jusqu'à n'être plus qu'un souvenir auquel je ne devais plus rien. De retour à la maison, je me suis assise sur mon canapé, téléphone à la main. Des dizaines d'appels manqués clignotaient sur l'écran, maman, papa, même Damien. Je les ai tous supprimés. Pendant des années, j'avais été leur bouée de sauvetage. Maintenant, j'étais la mienne. Après avoir débranché chaque paiement, le silence s'est installé entre nous. Pas le genre paisible, mais celui qui prévient que quelque chose est sur le point de s'effondrer. Pendant des semaines, personne n'a appelé. Pas de message, pas de visite, pas de « il faut qu'on parle ». Juste un silence vide, qui s'élargissait chaque jour. Puis, exactement un mois plus tard, la chute a commencé. Ça a commencé avec la maison. La même maison aux colonnes blanches qui avait été leur fierté pendant des décennies se trouvait maintenant derrière des avis de saisie jaunes scotchés sur la porte. La banque l'a finalement réclamé après des mois de paiement manqués. Un voisin a filmé le moment où le cadenas s'est refermé, un court clip qui allait plus tard faire le tour des nouvelles locales avec le titre « Une éminente famille de Bordeaux fait face à une saisie immobilière ». Damien a été le suivant à tomber. Son entreprise, autrefois animée par les investisseurs et les dîners de réseautage, a soudainement fait l'objet d'une enquête pour fraude contractuelle. Les chuchotements se sont transformés en rapports, puis en assignations à comparaître. Il avait falsifié des factures pour gonfler les revenus, une astuce qui serait peut-être passée inaperçue si j'avais continué à financer leur image. Ses partenaires commerciaux se sont retirés un par un jusqu'à ce que les lumières du bureau s'éteignent. Quand j'ai lu que son entreprise avait officiellement déclaré faillite, je n'ai pas souri. J'ai juste fermé l'article et j'ai regardé le plafond pendant un long moment. Puis est venu Robert. Mon père avait passé des années à bâtir sa réputation à l'église, siégeant dans des comités, conseillant des programmes pour les jeunes, prêchant sur l'intégrité chaque dimanche. Mais les rumeurs voyagent plus vite que les sermons. Quand la nouvelle de la saisie et du scandale de Damien s'est répandue, la congrégation est devenue froide. Lors d'une réunion, un diacre lui aurait demandé « Comment un homme peut-il prêcher sur la bonne gestion quand il ne peut pas gérer sa propre maison ?» À la fin de cette semaine, on a demandé à Robert de se retirer du conseil de l'Église. Ils ont appelé cela une mesure nécessaire pour préserver la confiance. Il a appelé cela une trahison. Quoi qu'il en soit, son héritage s'est effondré du jour au lendemain. Martine, autrefois la voix de la confiance et du sang-froid, fut la dernière à tomber. Elle est allée voir tante Françoise, la même femme dont elle s'était moquée pour être trop prudente avec l'argent. Je ne le sais que parce que Françoise m'a appelé après. Elle a dit que Martine était arrivée en larmes, demandant un prêt, prétendant que ce n'était qu'un revers temporaire. Françoise a écouté, puis a répondu avec une fermeté tranquille. « Tu as construit ce mur toi-même, Martine, et maintenant tu te tiens derrière. » Cette phrase m'a suivi toute la semaine. À la fin de ce mois, le journal local a publié un petit article résumant l'effondrement, saisie, enquête, démission. C'était clinique, détaché, juste une autre histoire édifiante nichée entre les bulletins météo et les collectes de fonds caritatives. Mais je l'ai lu quand même, ligne par ligne, parce que c'était l'histoire de ma famille, écrite par des étrangers. Les gens au travail ont commencé à chuchoter, se demandant si j'étais de la famille. Je ne l'ai pas nié. Je n'ai pas expliqué non plus. J'avais déjà passé trop d'années à donner des explications pour eux. Un soir, alors que la ville bourdonnait tranquillement à l'extérieur de ma fenêtre, je me suis assise avec une tasse de thé et j'ai rouvert le journal. Il y avait une photo de la maison, volet fermé, herbe haute, l'avis de saisie toujours visible. En dessous, une légende disait « Ancienne résidence de la famille Moreau en cours de reprise de possession ». J'ai attendu la vague de satisfaction que je pensais ressentir. Elle n'est jamais venue. Il n'y avait aucune victoire à voir une structure s'effondrer, pas quand on a autrefois aidé à la maintenir debout. Je n'ai ressenti ni joie, ni vengeance, ni même pitié. Juste la paix. Le genre de paix qui vient quand on cesse d'essayer de réparer quelque chose qui n'a jamais été destiné à tenir. Le silence que je leur ai donné a résonné plus fort que n'importe quelle dispute. Des mois ont passé, et le bruit s'est enfin arrêté.
Plus d'appels téléphoniques, plus d'excuses, juste un calme qui ressemblait presque à la paix. Mon corps était alors complètement guéri. Les cicatrices s'étaient estompées en de pâles souvenirs, et la douleur dans mes côtes ne me lançait plus quand je respirais. La vie est redevenue simple, plus lente, plus silencieuse, et enfin la mienne. Le docteur Leroy, le médecin qui était resté à mes côtés cette nuit-là aux urgences, m'a contacté quelques mois plus tard. Il a dit que l'hôpital développait un nouveau système d'intervention d'urgence et m'a demandé si je serais intéressé à rejoindre le projet en tant que conceptrice de système. L'idée de transformer quelque chose qui m'avait autrefois brisé en quelque chose qui pourrait sauver les autres me semblait juste. J'ai dit oui. Pour la première fois depuis des années, mon travail n'était pas une question d'approbation. C'était une question de but. J'ai emménagé chez tante Françoise pour un temps. Sa maison se trouvait juste à l'extérieur de Bordeaux, une petite maison ensoleillée entourée de pins. Elle n'a jamais demandé d'explication, jamais exigé d'histoire. Au lieu de cela, elle m'a appris de petits rituels de paix, des promenades matinales, des petits déjeuners tranquilles et l'art de dire non sans culpabilité. J'ai appris à cuisiner des repas simples, à réparer des robinets qui fuient et à dormir sans attendre que quelqu'un n'appelle. Un matin, en triant le courrier à la table de la cuisine, j'ai trouvé une enveloppe avec l'ancienne adresse de mes parents imprimée faiblement dessus. À l'intérieur se trouvait une lettre officielle, l'avis final de la vente aux enchères de la saisie. Leur maison avait été vendue. J'ai regardé la page pendant un long moment, non pas par choc, mais par reconnaissance. Cette maison avait déjà cessé d'être un foyer bien avant que le marteau du commissaire-priseur ne frappe la table. Des nouvelles de Damien sont arrivées des semaines plus tard. Il avait complètement quitté Bordeaux, fermant les derniers vestiges de son entreprise. Quelqu'un à l'hôpital a mentionné l'avoir vu à Paris, travaillant sous un autre nom. L'homme qui remplissait autrefois les pièces avec confiance n'existait plus que comme une rumeur. Quant à Robert et Martine, ils ont loué un petit appartement en centre-ville. Sans leur titre, leurs invitations, leur cercle social, ils sont devenus invisibles, juste un autre couple effacé de la mémoire. Bordeaux a continué sans eux, comme le monde le fait toujours. Un soir, alors que le soleil plongeait derrière les arbres, je me suis assise sur le porche avec mon ordinateur portable et je leur ai écrit mon dernier courriel. Il n'était ni colérique ni froid, juste honnête, je vous souhaite la paix, mais pas mon aide. Puis j'ai cliqué sur envoyer, j'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, une libération. L'air sentait la pluie, et quelque part au loin, le monde tournait encore. J'ai réalisé que la guérison ne consistait pas en pardon ou en vengeance. Elle consistait à récupérer l'espace en soi qu'une autre personne avait autrefois occupé.